Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Charles Zorbib, diffusé en direct lundi 26 septembre 2016, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi, de 16h à 17h30, mardi 27 dans la nuit, de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonjour. Chères auditrices, chers auditeurs, quelle bougeoterie. Bonjour. C'est donc notre libre journal international de la rentrée, en quelque sorte. Je dois dialoguer aujourd'hui avec Pierre-Yves Rougeron, que vous connaissez bien maintenant. Il est un peu en retard. Je vais donc commencer seul. La semaine dernière, nous avions choisi ensemble, je veux dire Rougeron et moi, comme thème de rentrée, la Chine. La Chine et l'Occident. Je ne suis pas sinologue, mais bon, j'ai eu la chance, la Chine m'a toujours passionné, c'est quand même une des très grandes nations, une des plus anciennes nations, et qui compte tellement, qui pèse tellement. 5e de la population mondiale, ou le quart, selon les statistiques, qui évidemment sont souvent assez peu fiables. Et donc, la Chine me passionnait, et j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Ma connaissance de la Chine démarre en 1979, commence en 1979, où j'ai fait 2 séjours, l'un à titre militaire avec l'Institut des hautes études de défense nationale, où j'étais auditeur cette année-là, et ensuite, un peu plus tard, en tant que négociateur de l'accord culturel franco-chinois en sciences sociales. C'était à la fin de la présidence giscardienne. Et je me trouvais avec un petit groupe de diplomates et d'universitaires, parmi lesquels il y avait le grand historien François Furet, Marie-Thérèse Delpech, qui était très connue par la suite pour ses travaux sur l'arme nucléaire, et Marie-Claire Bergère et Léon Vandermerch, qui sont 2 sinologues que j'ai vraiment profondément admirés, qui les 2 étaient vraiment exemplaires par leur connaissance de la Chine, de la civilisation chinoise, de la langue chinoise. 2 séjours passionnants, à chaque fois partagés entre Pékin et une grande virée dans la Chine de l'intérieur. Et donc, c'est un peu... Bon, après, j'y suis retourné à titre privé. Il m'est arrivé d'y retourner à titre privé plusieurs fois. Finalement, le monde chinois, j'ai bien dû y aller une dizaine de fois. Et voilà, je voulais réfléchir avec nos auditeurs sur la place de la Chine dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'elle représente, la menace qu'elle peut représenter, parce que sa position géopolitique a tout de même considérablement évolué.
Je mettrai en exergue, pour commencer, un léger roman, un tout petit roman de Malraux, que vous connaissez certainement, qu'un grand nombre d'entre vous doit connaître, c'est La Tentation de l'Occident. Dans La Tentation de l'Occident, c'est un roman assez court, par lettres. Ce sont des lettres qu'échange un jeune Chinois voyageant en Europe et un ami français. Et André Malraux met en scène ce jeune Chinois. « Je suis venu à l'Europe avec une curiosité hostile », écrit-il. « Son présent nous attire plus que le cadre brisé de son passé, auquel nous ne demandons que des éclaircissements sur sa force. La création sans cesse renouvelée par l'action, d'un monde destiné à l'action, voilà ce qui me semblait alors l'âme de l'Europe. La création sans cesse renouvelée par l'action, d'un monde destiné à l'action. » Il y a cette fascination réciproque, cette Chine qui est un peu étonnée de voir l'Occident perdu dans l'action, éperdument amoureux de l'action, alors que la Chine traditionnelle était plus pétrie d'harmonie. Elle recherchait plutôt l'harmonie. En réalité, depuis le milieu du XIXe siècle, je crois qu'on peut dire que la Chine ne cesse pas de se former par son dialogue avec l'Occident, par ses tentatives d'adhésion à l'Occident, aux formes de l'efficacité occidentale, ou par ses replis périodiques, ses reflux de l'influence extérieure. Au fond, j'aurais été tenté d'intituler cette émission Chine, la tentation de l'Occident toujours recommencée. Une tentation toujours recommencée au prix de grands retournements qui ne peuvent qu'ébranler, bouleverser les relations internationales, puisque l'immense Chine représente, comme je le disais tout à l'heure, un cinquième ou un quart de l'humanité, qu'elle est l'une des nations surtout les plus anciennes, ancrée dans une histoire vraiment millénaire. Au XIXe siècle, c'est le traumatisme de la première rencontre avec l'Occident conquérant, rencontre d'une Chine qui se croyait le centre du monde et qui est bien près de perdre sa souveraineté au fil de sa quasi-colonisation par l'étranger. Et il s'en est fallu de très peu que la Chine ne soit colonisée, comme l'Afrique a été colonisée. En réalité, c'était presque un point de hasard. C'est le fait que les États-Unis, qui étaient absents de la première ruée sur la Chine, ont voulu garder un droit d'entrée et ont proclamé ce qu'on a appelé la doctrine de la porte ouverte. C'est un peu par ce qui est presque un hasard que la Chine a pu ne pas être formellement colonisée, ne pas perdre formellement sa souveraineté. On pourra y revenir. Et puis au XXe siècle, la Chine entre en Occident, la Chine s'occidentalise. Elle va même s'occidentaliser de deux manières. Elle va passer d'un Occident à l'autre, de sa position privilégiée au sein du camp socialiste, cet Occident version Marx, cet Occident version marxienne, au sein duquel elle tient la place de brillant second aux côtés de l'Union soviétique stalinienne, à partir de 1949. Et puis de là, elle va passer à une alliance tacite avec les États-Unis et avec l'Occident libéral. C'est la grande époque du voyage de Nixon, du sommet de Pékin, de la démarche d'abord secrète de Kissinger. Donc la Chine franchit la ligne qui sépare les deux mondes, les deux blocs, et elle passe de la condition de brillant second de l'URSS en 1949 à celle d'alliés tacites, d'alliés implicites de l'Occident et d'abord des États-Unis à partir de 1970-1971. Et puis nous avons un nouveau tournant que nous connaissons tous bien aujourd'hui. C'est le tournant des XXe et XXIe siècles, avec une Chine forte de son triomphe économique, qui a accédé à la codirection du monde, mais de grandes incertitudes subsistent sur son évolution intérieure et sur ses ambitions internationales. De nombreux ouvrages sont publiés depuis quelques années
annonçant un grand conflit États-Unis-Chine, se posant la question de savoir si ce ne sera pas là le futur conflit mondial. Il y a cette sentence de la Cour permanente d'arbitrage très récente sur le contentieux des îlots, des îles, certaines artificielles, que se disputent la Chine et tous les petits dragons qui l'entourent dans la mer de Chine méridionale, les Philippines et autres, la Malaisie, etc. Et la Cour permanente d'arbitrage a donné raison aux plaignants contre la Chine, et la Chine, d'un revers de main, a refusé ce contentieux, a dit qu'elle n'appliquerait pas la sentence de la Cour permanente d'arbitrage, et rappelant un petit peu les dictatures de l'entre-deux-guerres mondiales, la Chine a proclamé qu'elle n'acceptait que des négociations bilatérales, qu'elle repoussait les négociations multilatérales, ce qui évidemment est un mauvais signal pour une version apaisée des relations internationales. Bon, alors essayons de revenir un petit peu sur le passé. Le 19e siècle, c'est le traumatisme de la première rencontre avec l'Occident. Et je serais tenté de dire que, et nombreux parmi nos auditeurs qui connaissent la Chine me comprendront, il y a l'impression forte qu'a tout voyageur à Pékin. Le voyageur à Pékin prend conscience de la vision chinoise classique de l'ordre mondial dès qu'il aperçoit et qu'il pénètre dans la cité interdite. La résidence des empereurs, la résidence impériale, était un centre non seulement politique, mais littéralement cosmique pour les Chinois traditionnels, pour les Chinois des siècles passés, des millénaires passés. La couleur pourpre lui était symboliquement attribuée, en même temps qu'à l'étoile polaire. L'Empire du Milieu, et la Chine est toujours située au milieu de la carte du monde, sur les murs des grands hôtels de Pékin ou des institutions officielles chinoises, ce qui est normal puisque la Terre est ronde, on peut toujours se mettre en son centre où que l'on soit. Eh bien, l'Empire du Milieu traditionnel, celui qu'a décrit d'ailleurs un romancier que vous connaissez certainement, Victor Ségalen, l'auteur de René Less, qui à mon avis est un des plus beaux romans de langue française, mais c'était un roman en l'honneur de la Chine du passé. Victor Ségalen était inquiet de la République qui s'installait en 1911 avec Sun Yat-sen, mais enfin je ne veux pas trop me disperser, sinon on ne s'y retrouvera plus. Je reviens donc à ce que je disais, l'Empire du Milieu était, et c'est là le premier point fort, lorsque la Chine a une première vraie rencontre avec l'Occident, eh bien, elle est dans l'impossibilité d'appréhender les relations internationales comme des rapports entre des États-nations indépendants, comme des rapports entre souverainetés, entre des États théoriquement égaux en droit. C'est là le premier problème, je crois, de la Chine dans sa rencontre avec l'Occident. Il y a cette vision universaliste et je dirais presque cosmique, mais aussi hiérarchique et sinocentriste. L'univers s'organise selon un principe moral incarné dans l'empereur. La société internationale, sinon connue, du moins utile, coïncide pour l'essentiel avec la zone de rayonnement de la civilisation chinoise. Les peuples, il y a au fond, vu de Pékin, il y a deux sortes de peuples. Il y a les peuples qui relèvent du confucianisme et de la tradition chinoise, et puis il y a les peuples non chinois de la périphérie, les peuples qui ne sont pas des Han. Les Chinois ethniquement sont des Han, c'est le peuple Han, l'ethnie Han. Alors les peuples non chinois de la périphérie sont considérés comme plus ou moins barbares selon qu'ils participent moins ou plus étroitement à la culture confucéenne, et ce qui illustre ce côté hiérarchique qui est tout l'inverse de la conception occidentale d'une société internationale horizontale, faite de rapports entre souveraineté égale en statut, ce qui véritablement
illustre ce phénomène hiérarchique, c'est que ces peuples de la périphérie sont liés à la Chine par le système du tribut. Le système du tribut qui est à la fois un acte de soumission à l'Empire et un gage de bienveillance de l'empereur. C'est-à-dire que pour nous résumer, dans la Chine traditionnelle, les relations internationales sont hiérarchiques, elles sont faites de la supériorité sur les peuples de la périphérie, qui payent tribut, qui payent une sorte d'impôt supranational en quelque sorte à l'empereur. La Chine préfère le tribut au traité. Elle connaît le tribut, mais elle ignore le traité, c'est-à-dire l'accord entre souverainetés égales. Alors, les Occidentaux pénètrent par effraction sur la scène chinoise au milieu du XIXe siècle. Et ils veulent imposer leur vision du droit international, leur propre vision du droit international, c'est-à-dire une vision non hiérarchique et, il faut bien le dire, européocentriste. Il y a eu là-dessus des analyses lumineuses de la sinologue Marie-Claire Bergère, que j'évoquais tout à l'heure, et elle nous dit, au fond, à la diplomatie du tribut, les Occidentaux veulent substituer la diplomatie du traité. Pourtant, pendant un demi-siècle, la Chine fait de la résistance. La Chine refuse les règles du nouveau jeu diplomatique. À l'agression étrangère, elle répond en s'enfermant encore plus dans la tradition. Les mêmes faits prennent ainsi des significations opposées parce que ils sont perçus excusez-moi, en plus, je suis venu avec un vieux fond de bronchite. Bon. Alors, en plus, les mêmes faits prennent ainsi des significations opposées parce qu'ils sont perçus à travers des conceptions radicalement différentes des relations internationales. Et j'ai amené ce texte de Marie-Claire Bergère auquel je pensais. Je le lis. Les concessions arrachées à la Chine, telles que les ports ouverts ou le régime d'extraterritorialité, représentent pour les Occidentaux autant de facilités procurées à leur entreprise de pénétration, autant d'atteintes portées à la souveraineté chinoise. Lorsque l'on accorde donc des zones aux Occidentaux qui pratiquement tombent sur leur souveraineté, eh bien, eux traduisent cela par un succès sur la souveraineté chinoise, un empiètement sur la souveraineté chinoise. Tandis que pour la cour de Pékin et pour ces mandarins, ces fameux mandarins, il s'agit au contraire de fixer les barbares à la périphérie. Les Occidentaux sont les barbares, il s'agit de les fixer à la périphérie de l'Empire et de mieux les contrôler en les parquant dans des zones réservées. Et c'est le monologue intérieur des dirigeants de l'ancienne Chine. Ils signent des conventions, ils renouvellent des alliances avec nous. Comment pourraient-ils s'apercevoir que le contrôle ainsi établi sur eux s'est développé conformément au plan de l'empereur? Et je cite encore ici Marie-Claire Bergère. Je salue notre ami Pierre-Yves Rougeron qui vient de me rejoindre. Donc, cher Pierre-Yves, nous avions commencé à traiter le sujet sur lequel nous nous sommes mis d'accord la semaine dernière, c'est-à-dire la Chine et l'Occident. Et je rappelais à nos auditeurs la situation lors de la première rencontre avec l'Occident. Je rappelais que selon la formule magnifique de Marie-Claire Bergère, la grande sinologue Marie-Claire Bergère, je dirais que les Chinois de la tradition préfèrent le tribut au traité. C'est-à-dire qu'ils ont une conception hiérarchique des relations internationales. Ce qu'ils conçoivent comme des relations, c'est l'impôt qu'ils prélèvent sur les peuples de la périphérie, qui sont plus ou moins barbares selon qu'ils sont plus ou moins sinisés, plus ou moins confucéens. Voilà. Et puis il y a là-dedans, et après je vous cède la parole, après il y a là-dedans la guerre de l'opium. La guerre de l'opium qui fut, pour reprendre l'image de Lucien Bianco, le coup de, autre sinologue connu, le coup de gong qui accompagne l'entrée de la Chine dans le système international. Alors, la guerre de l'opium, c'est à l'origine
une injustice historique, ces ventes d'opium venues de l'Inde britannique, auxquelles sont contraints les Chinois, qui sont imposés à la Chine pour équilibrer le commerce triangulaire fondé sur les importations de thé chinois à Londres et les exportations de produits de capitaux britanniques en Inde, et envoyés à Canton pour débarrasser le pays du fléau de l'opium. Un administrateur vertueux fait déverser dans la mer les stocks de drogue, et là-dessus, c'est Palmerston, le grand Palmerston, qui est aidé et appelé et incité par les principaux négociants britanniques en Chine, va préparer la guerre contre la Chine. Ce sera un double séisme politique qui a été défini, je suis désolé, je cite tous les grands sinologues qui nous entourent, le grand historien de la Chine, l'américain John Fairbank, qui nous dit que c'est un véritable séisme parce que la position géopolitique de la Chine change soudain. Pendant deux millénaires, le problème de la sécurité de la Chine avait été celui de sa frontière avec l'Asie centrale. C'est la fameuse Grande Muraille. Il fallait juguler les tribus nomades qui quittaient leurs steppes arides et qui se lançaient périodiquement à l'assaut de la Grande Muraille. Désormais, la menace vient de la mer. Elle vient de la mer et des navigateurs européens. Le dispositif stratégique de la Chine devait brusquement être inversé. Imaginons l'OTAN pendant la guerre froide, l'OTAN qui retourne en pleine guerre froide ses défenses de Moscou à la terre de feu ou au Cap. Voilà. Je cède la parole à Pierre-Yves. Je tenais à m'excuser déjà auprès de nos auditeurs, auprès de vous, professeur, pour mon retard. Je suis vraiment désolé. Alors, il y a vis-à-vis de la Chine aussi une autre chose que nos amis et nos auditeurs doivent avoir à l'esprit. La Chine, sans même qu'elle en ait eu réellement compte, qu'elle en ait eu conscience, a été la première puissance du monde. Si on appliquait les critères qui nous font aujourd'hui classer les puissances, elle aurait été jusqu'au XVIIIe siècle la première puissance du monde, sans même s'en rendre compte, vu que, comme vous l'avez très bien dit, le monde pour la Chine, c'est les Han, les vassaux, puis les barbares, de manière indifférenciée, selon qu'ils sont sinisés ou sensibles à la pensée et aux principes de Confucius. Il va avoir un véritable traumatisme pour la Chine que beaucoup d'Européens imaginent quand ils n'ont pas de contact avec des intellectuels ou des hiérarques chinois, que c'est symbolisé par le sac du palais d'été. Et donc, c'est une ritournelle que d'ailleurs, dans ces temps de repentance généralisée, certains ont essayé vis-à-vis de la Chine de baisser les yeux sur le sac du palais d'été. En réalité, c'est pas du tout ça qui obsède les Chinois. Ce qui obsède les Chinois, c'est les traités inégaux. Et c'est là où la vie internationale va avoir, et je dis bien va avoir, à mon sens, un véritable problème, et que nous allons avoir un véritable problème. C'est que la pensée tout à fait méritée qu'a la Chine vis-à-vis des Européens et des Occidentaux vis-à-vis des traités inégaux, elle l'a étendue dans le temps. Quand aujourd'hui la Chine dit « nous ne respecterons pas les traités qui ont été signés et qui où on nous a forcé la main en comptant sur notre faiblesse », la Chine est tout à fait dans son droit vis-à-vis de ça. Le problème, c'est qu'elle étend à des traités très récents, particulièrement en droit de la mer, cette infirmité pour pouvoir, disons, écarter d'un revers de main les accords internationaux, y compris celles qu'elle a signées en pleine possession de ses moyens. Et ça, c'est un véritable... Autant on peut tout à fait comprendre le ressentiment de la Chine, autant elle est en train, et c'est ça qui peut être un élément perturbateur de la vie internationale, elle est en train de se servir de ce ressentiment vis-à-vis en plus de populations et d'États qui n'y sont pour strictement rien, qui sont ses voisins, Vietnam, Philippines, etc. En méconnaissant volontairement la légalité internationale, je prends l'exemple du droit de la mer parce que c'est celui qui est le plus
plus d'actualité, au nom justement de cette volonté qu'a la Chine d'effacer les humiliations du passé. Or, il serait tout à fait normal, tout à fait concevable et tout à fait légitime que la Chine, si elle entendait réellement et uniquement effacer les humiliations qui ont été les siennes, qu'elle entende être avant tout la première puissance d'Asie et une puissance, disons, vraiment l'empire du milieu, c'est-à-dire loin des anciens colonisateurs européens et même relativement loin du rival américain. Alors, je remercie Pierre-Yves Rougeron pour ces précisions qu'il vient de nous donner. Nos auditeurs le connaissent bien, ils savent qu'il est d'une érudition sans borne, quel que soit le chapitre que nous abordons. Mais comme il y a eu une espèce de rupture dans le temps entre nos deux discours, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière pour harmoniser les deux interventions. Parce que j'en étais à un point antérieur, c'était le fait que, au fond, les Chinois, pour ne pas perdre la face, faisaient comme si les zones réservées, les secteurs internationaux qu'ils accordaient aux Français, aux Britanniques, même dans leur capitale, à Pékin, à Shanghai surtout, qui était une ville presque occidentale, à Canton, qui était une création portugaise, eh bien, ils faisaient comme si c'était un moyen pour eux de parquer les étrangers, les barbares, à la périphérie de leur vie quotidienne. Alors qu'en réalité, il est bien évident qu'il y avait des empiétements généralisés sur leur souveraineté, sur l'espace des villes chinoises, etc. Et en même temps, alors que les Chinois voulaient surtout ne pas perdre la face, il y avait une sorte de synarchie sino-occidentale qui apparaissait. Par exemple, il y a un personnage qui est emblématique, c'est l'Irlandais Robert Hart. Robert Hart, qui est un véritable proconsul européen officieux en Chine. On lui a confié la gestion des douanes chinoises. Et il a une masse financière énorme à gérer. Il gère les intérêts chinois et européens. Donc, il y a en quelque sorte une symbiose qui s'est faite, une synarchie sino-européenne ou sino-occidentale qui est apparue. Et cette situation nouvelle n'a pas empêché de graves empiétements sur la souveraineté chinoise. Alors il y a un moment où quand même les Chinois se rendent compte de ces empiétements. Des juges consulaires occidentaux statuent même sur des litiges dans lesquels le plaignant est chinois. Ce sera la situation à Shanghai jusqu'à la conquête de la ville par les communistes. Il y a 500 ports qui sont ouverts aux navires étrangers, avec concessions et tribunaux mixtes. 11 États entretiennent des troupes en Chine, à l'époque quasi coloniale. Comme on l'a dit, c'est simplement parce que le secrétaire d'État américain John Hay, en 1899, au moment où les États-Unis commencent à avoir une tentation impériale, début de la tentation impériale, John Hay dit « Halte là, nous arrêtons ce dépeçage de la Chine, nous n'acceptons pas, nous voulons la doctrine de la porte ouverte parce que nous voulons nous aussi être présents. » Donc, ce que très justement nous a rappelé Pierre-Yves Rougeron, c'est que par la suite, il va y avoir constamment une dénonciation des traités inégaux par la Chine. Alors, dénonciation, c'est évident, de la part de la Chine, de Mao, contre les soviétiques, au plus fort du duel, du conflit, du schisme. C'est un véritable schisme sino-soviétique, parce que le marxisme est un peu une religion. Donc là, il y aura cette notion des traités inégaux, mais je me demande, c'est une question que je me pose et que je pose à Pierre-Yves Rougeron et aussi à nos auditeurs, s'il n'y a pas mieux des sinologues, j'ai l'impression que cette espèce de nostalgie, c'est-à-dire pas une nostalgie, mais plutôt une analyse lucide et désenchantée d'un rapport de force défavorable à la Chine, c'est un peu cela la réalité des traités inégaux, et la revendication d'une place différente dans l'ordre mondial, une place privilégiée dans un ordre mondial à reconstruire.
je me demande si c'est pas au tournant de l'abdication impériale et de la première République chinoise. Je pense que c'est au moment où Sun Yat-sen essaie de prendre le pouvoir que là vient la revendication. Et puis il y aura cet extraordinaire mouvement du 4 mai 1919, après le traité de Versailles. Les Chinois qui ont été de bons élèves de Wilson, du président américain Woodrow Wilson, qui s'attendent à être récompensés, qui s'attendent à récupérer au moins les concessions qui avaient été accordées aux Allemands, puisque les Allemands sont vaincus. Il y avait cette fameuse bière hyper connue, la bière chinoise, qui est aujourd'hui encore très connue, qui était fabriquée dans l'enclave que Guillaume II avait aménagée en Chine, dans le Shandong, je crois, dans la province où est né Confucius. Eh bien non, ils n'obtiennent rien, et au contraire, tout cela va au Japon. D'où manifestation monstre, extraordinaire des étudiants chinois, à Pékin d'abord, et dans toutes les grandes villes chinoises où il y a des universités. C'est une sorte de réveil de la Chine. C'est la première apparition forte de la nation chinoise dans le monde moderne. C'est le 4 mai 1919. Bon, nous allons continuer à réfléchir à tout cela avec Pierre-Yves Rougeron. Et j'ai une première question d'un auditeur avec qui je ne peux pas être d'accord. Il nous dit « Pourquoi faites-vous la promotion de Mao Tse-tung ? Ne préférez-vous pas Chiang Kai-shek » Alors là, je crois qu'il y a un quiproquo total. Les bras m'en tombent, parce que je n'ai pas fait la promotion de Mao. J'ai simplement rappelé, dans une petite introduction avant que Pierre-Yves n'arrive, j'ai rappelé qu'il y a eu à un certain moment une alliance implicite entre la Chine de Mao et les États-Unis de Nixon. Une alliance tacite, une alliance implicite, c'est une réalité. Mais quand je dis cela, ce n'est pas pour féliciter Mao. Je constate que le régime de Mao, complètement l'épée dans les reins, menacé, et il y avait les fameux accidents sous l'Ussuri, menacé d'une action militaire de l'Union soviétique, la Chine de Mao s'est blottie dans les bras des États-Unis. C'est tout ce que je veux dire. Alors, l'auditeur continue en disant « Ne préférez-vous pas Chiang Kai-shek ?» Je dois dire que je connais bien le nationalisme chinois dans sa version ultime, pour avoir été très, très souvent à Taïwan, avoir eu beaucoup d'élèves taïwanais. Ce sont des gens très, très intelligents, très efficaces. Alors là-dessus, ma réponse sera très nuancée. Quand j'ai des contacts avec les Taïwanais, j'ai moi-même une certaine nostalgie parce que, et là je pense que je serai d'accord avec l'auditeur, parce que j'ai l'image d'une Chine qui aurait pu être et qui n'a pas été. La Chine nationaliste, la Chine de Sun Yat-sen et de Chiang Kai-shek. Simplement, il faut quand même préciser que lorsque cette Chine était, quand le régime nationaliste, le régime du Kuomintang était installé sur le continent, il était extrêmement corrompu. Il n'a pas été efficace. Et il a été submergé par les communistes. Il faut dire la réalité. Par contre, dès que ce régime, les débris du régime se sont transférés à Taïwan, ce fut une réussite extraordinaire. C'est une réussite extraordinaire, aussi bien sur le plan économique, technologique, que sur le plan même de la démocratie politique, ouverte. Alors, je pense qu'il y a des observations, juste des observations à faire par rapport, si vous voulez, à cette double relation, la relation de Chiang Kai-shek-Mao, puis la relation Mao-Nixon. Il faut bien aussi comprendre, sans se faire l'avocat du maoïsme, que le maoïsme est une doctrine, c'est une doctrine de stratégie, de stratégie agraire de la prise des villes par les campagnes, et donc c'est aussi une pensée politique redoutablement efficace. La stratégie de Mao vis-à-vis du Kuomintang, parce que on peut avoir évidemment énormément de considération pour la figure de Chiang Kai-shek. Le problème, c'est qu'en stratégie, parfois celui qui mérite de perdre, c'est celui qui a été le plus mauvais, pas nécessairement celui qui avait les moins bonnes idées, etc. Or, la stratégie maoïste, c'est la stratégie du front uni. Je dis bien front uni pour la différencier de ce que les mouvements de résistance de l'Ouest, en France par exemple, ont fait, c'est-à-dire les fronts nationaux. Les fronts unis a été pensé dès le début par Mao pour pouvoir arriver à la situation terminale, une fois l'ennemi japonais vaincu, d'étrangler les positions du Kuomintang. Bon, il a réussi cela.
Donc d'un certain côté, il y a eu aussi une faiblesse de la stratégie nationaliste face à Mao Tse-tung et face aux communistes, premièrement. Ensuite, il y a évidemment que d'un certain côté, parmi tous les poisons qui ont été insérés à la Chine par l'humiliation coloniale, l'une des seules belles fleurs, d'un certain côté, vous parliez des synergies sino-européennes. Sun Yat-sen en est une. Parce que c'est l'acclimatation du nationalisme à l'européenne par un Chinois, et pas par n'importe quel Chinois. Quand on voit les écrits doctrinaux sur les 4 grandes vertus de la Chine nationaliste, c'est quand même c'est une acclimatation du nationalisme qui va être une sortie de dormition de la Chine. Dernier point juste pour voir, l'habilité de Mao se voit par exemple lors des rencontres entre le représentant de la diplomatie chinoise, qui je crois est Zhou Enlai, et Kissinger. Zhou Enlai est arrivé à faire une vieille tactique asiatique d'être entièrement d'accord avec son interlocuteur pour ne pas donner d'effet à l'accord, du moins aux obligations qui vous incombent. D'un certain côté, même Kissinger, au niveau où est Kissinger, a été manœuvré en partie par les Chinois. Or, et là c'est un point qui n'est jamais assez dit en France et auquel le président Nixon tenait particulièrement. Pourquoi Nixon a l'idée ? On voit très bien pourquoi il le fait à ce moment-là. Il faut profiter de la division sino-soviétique. Mais Nixon et il est venu à Paris le dire en 1990, rue de Solferino à l'Institut Charles de Gaulle, il est venu le dire expressément à sa demande, car en réalité, Nixon avait dès le début de son mandat, et en réalité, quelques mois après sa défaite vis-à-vis de Kennedy, la fameuse défaite où il avait fait un premier show télévisé éructant de sueur et qu'il avait énormément desservi, en réalité, cette idée a été l'un des points que le général de Gaulle avait tenu à aborder avec le Nixon vaincu, en lui disant « Quand vous serez président ». Nixon le raconte par le menu, d'ailleurs dans Leadership, je crois, c'est son ouvrage Leadership sur les grands hommes politiques, et le général de Gaulle avait eu tout à fait raison de dire à Nixon « Reconnaissez la Chine maintenant, parce qu'elle est faible. Ne vivez pas l'humiliation de devoir la reconnaître une fois forte, car forte elle redeviendra. » Oui, alors grâce à ces précisions très précieuses que vient de nous donner Pierre-Yves Rougiron, nous passons en quelque sorte, si on voulait faire comme à Sciences Po un petit plan, nous passons dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase la grande réconciliation sino-américaine, et c'est-à-dire un changement total du système international. Et c'est ce que nous devons bien voir avec nos auditeurs. À l'été 1971, après le sommet de Pékin, on nous dit que désormais ce n'est plus un jeu à 2 blocs, bloc contre bloc, Est contre Ouest, Moscou contre Washington, mais c'est désormais le temps de la diplomatie triangulaire, Washington, Moscou, Pékin. C'est un changement total de la scène internationale, qui d'ailleurs contribuera tout de même largement à la défaite finale du bloc communiste. Mais, sous le voile de la diplomatie triangulaire, c'est en réalité une quasi-alliance. C'est ce que je voulais souligner dès le début. C'est une quasi-alliance qui s'est nouée entre Washington et Pékin. Et puisque nous en sommes aux anecdotes, on a su par la suite qu'effectivement, peut-être Nixon et Kissinger ont-ils été parfois manipulés, peut-être. Il y a eu aussi cette certitude que Kissinger a manipulé. Il a manipulé l'opinion internationale en cachant une partie des réalités. Alors, peut-être Nixon et Kissinger ont-ils été manipulés parce que Mao, par exemple, lorsqu'il les rencontre, se présente à eux comme un cynique. Il leur dit, vous savez, toutes nos déclarations sur le marxisme et le maoïsme, c'est pour l'opinion intérieure. Et il éclate de rire. Alors, est-il sincère ?
Ou est-ce qu'il fait cela parce qu'il a deux conservateurs en face de lui? Il dit également, moi j'ai toujours voté Nixon. Il voulait dire symboliquement. Il aurait toujours été, même au plus fort de l'amitié sino-soviétique, il aurait été pour les plus conservateurs. Il a dit les sociodémocrates, la gauche occidentale, non, je n'ai pas confiance en eux. Ce sont des hypocrites. Je préfère les vrais conservateurs. Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être vrai. On n'en sait rien, c'est difficile. Alors, il y a un grand sinologue américain, marié à une chinoise d'ailleurs, qui a dit, mais non, ils ont été complètement manipulés. Après chaque entretien, quand Nixon et Kissinger se retiraient, Mao éclatait de rire avec Chou En-lai et disait, on les a bien eus. C'est sûr et c'est pas sûr. On peut pas en être sûr. Il y a aussi les faits. Et les faits sont là. Il y a eu la quasi-alliance. Par contre, où Kissinger a un peu manipulé l'opinion internationale, c'est sur le problème qui est toujours très prégnant et qui peut-être sera encore plus dramatique dans l'avenir un jour, le problème de Taïwan. Alors Kissinger, dans ses mémoires, écrit que ils sont tout de suite passés sur Taïwan. Tout de suite, ils ont décidé, Chou En-lai et lui, de ne pas y faire allusion. Or, c'était faux. C'était faux. Quand les archives se sont ouvertes, on a vu que Kissinger, sur ce point, avait menti, en quelque sorte, et que ce problème de Taïwan avait pris des heures et des heures. Et finalement, de guerre lasse, les Chinois avaient dit, d'accord, vous tenez à cela, eh bien, on reverra cela dans une centaine d'années. Voilà, c'était un peu l'idée, la concession qu'ils avaient faite. Et puis, il y a la troisième époque, mais je ne sais pas, on verra avec les questions des auditeurs et on verra ce que en pense notre ami Pierre-Yves. On peut passer peut-être aussi à la troisième époque, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis Tiananmen, depuis la rupture de l'alliance tacite avec l'Occident. C'est le saut dans l'inconnu. Maintenant, il y aurait un troisième volet du triptyque, c'est le saut dans l'inconnu. Où en sommes-nous aujourd'hui? Que représente la Chine aujourd'hui? Mais sur la deuxième période, vous aviez peut-être quelques compléments à nous donner, non? Sur ce qu'on vient d'évoquer, l'alliance tacite et les négociations. Donc, vous nous avez donné un élément très important, c'est cette influence de Gaulle, qui aurait été encore plus important que ce qu'on avait cru au départ. En tout cas, c'est ce que le témoignage de Nixon, d'ailleurs, ça a été repris dans un ouvrage qui est devenu classique de l'Institut, qui s'appelle De Gaulle en son siècle, qui est, je crois, en 10 tomes. Et donc, il y a plusieurs centaines de chercheurs étrangers, et l'ancien président était venu justement pour témoigner. Il a toujours d'ailleurs témoigné une admiration pour le général. Alors, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est cette alliance. Disons que cette alliance tacite avec les États-Unis a été, elle n'a pas concerné que les États-Unis. Je vais donner un exemple. Elle a aussi concerné le Japon, ce qu'on oublie. Je vais donner un exemple. Il y a la sempiternelle, chaque année, plainte chinoise contre la visite de l'empereur au mémorial des martyrs, où il y a les hommes qui ont été jugés par les tribunaux d'occupation, donc par le tribunal de Tokyo. Il faut savoir que cette plainte n'a pas toujours eu lieu. Or, les autorités japonaises ont toujours honoré leurs morts, y compris ceux qui avaient été jugés par les tribunaux américains. À quel moment cette plainte n'avait pas lieu? Pendant toute la crise sino-soviétique. Les Chinois laissaient faire ça et s'en sont uniquement servis à titre diplomatique quand ils en ont eu besoin. C'est aussi ça le pragmatisme asiatique. Pendant toute cette période-là, Pékin n'a plus pour l'ennemi héréditaire japonais, parce que là il y a une haine qui est bien antérieure au second conflit mondial, entre le pays dit du soleil levant et celui du soleil couchant. Il y a là il y a un véritable apaisement sino-japonais et qui est le corollaire de l'alliance américaine. Deuxième chose qu'on oublie, il y a eu un affrontement à chaud sino-soviétique, mais par pays interposés. La guerre des hommes du Kampuchéa, les hommes de Pol Pot avec les Vietnamiens.
Ça, c'est une guerre par personne interposée, mais une guerre physique sino-soviétique, avec l'URSS du côté du Vietnam et les Chinois derrière les hommes de Pol Pot, qui seront d'ailleurs défaits par l'ancienne armée sud-vietnamienne, donc devenue l'armée du Vietnam communiste. Donc c'est allé très loin, la rupture sino-soviétique. Il ne faut pas oublier que tous les projets dont on parle aujourd'hui, les projets eurasiatiques, par exemple les grandes lignes de chemin de fer, il y avait la ligne du chemin de fer pour la paix sino-soviétique, entièrement gelée à partir du rapport Khrouchtchev. Et gelée jusqu'en 1990. Donc d'un certain côté, tous les rêves que certains ont en géopolitique aujourd'hui sur la Grande Eurasie, etc., étaient déjà, disons, étaient pensés en termes de projets concrets, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui dans les années 60, et se sont arrêtés dès le gel des rapports sino-soviétiques. Or, il n'est vraiment pas dit que l'amitié actuelle entre la Russie et la Chine soit intemporelle. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Oui. Ce que vous dites est très important sur le Japon. Donc, le régime maoïste, pris de court par la menace chinoise, était prêt à se blottir dans les bras, non seulement des États-Unis, mais aussi du Japon, malgré tout le... Du moins comme gage du réchauffement, du très grand réchauffement avec les Américains... taire les dissentiments historiques avec le Japon. Avec le Japon. En sens inverse, on peut préciser, mais on ne va pas rester là-dessus, on peut préciser qu'il y a une certaine maladresse de Nixon et de Kissinger, parce qu'ils ont pris le Japon par surprise. L'ambassadeur américain au Japon a raconté qu'il était chez le coiffeur et la radio était allumée et tout d'un coup il entend la révélation sur le voyage secret de Kissinger à Pékin. Et il a dit qu'il était prêt à en tomber de son fauteuil. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas comment personne, ni au gouvernement japonais, ni à l'ambassade américaine à Tokyo, n'avait été prévenu. Alors là, ça a été un choc. Ça a été un choc et Nixon et Kissinger ont certainement été assez brutaux avec leurs alliés, en Asie et en Europe aussi d'ailleurs, mais ce serait trop long. Ça fait partie des dissentiments de ce que Kissinger appellera les malentendus transatlantiques, mais on peut dire qu'il en a rajouté. Oui, il en a rajouté. Il en a rajouté. Alors, nous allons passer donc au troisième volet, c'est-à-dire ce que j'appellerais aujourd'hui le saut dans l'inconnu. Mais nous avons avant cela un message d'auditeur qui est assez long, alors je vais le déchiffrer avec vous. Les Chinois n'ont pas seulement été envahis par les Occidentaux, mais aussi par les Mongols. Donc, occupation de la Chine, alors qu'ils n'étaient pas du tout des Occidentaux, mais comme eux, un peuple jaune. Ce qui n'a pas empêché les Chinois d'être des envahisseurs vis-à-vis des Vietnamiens, des Laotiens et des Cambodgiens. Et de les occuper aussi. Si ce n'est pas de l'impérialisme, expliquez-moi ce que cela est. Merci pour votre réponse et votre émission. Votre réaction, Pierre-Yves. Alors, c'est tout à fait vrai, mais on n'est pas du tout sur la même période de temps. Or, il faut savoir que, comme le disait quelqu'un qui n'a pas rang de sinologue, mais qui est un des militaires français qui avait écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « La Chine à l'épreuve », le général de la Maisonneuve, qui enseigne à Pékin. La Chine a beaucoup théorisé l'art militaire, beaucoup plus qu'elle ne l'a pratiqué. C'est-à-dire que elle a énormément perdu face à ses adversaires. Le rôle de la Grande Muraille, d'ailleurs, c'est ça. Face aux Mongols, les Chinois perdent alors qu'ils sont en supériorité numérique écrasante. Ils perdent quand même. Or, la Chine a toujours parié sur une défense, disons, de double degré. C'est-à-dire que si les armées perdent, la Chine entend cyniser ses envahisseurs, ce qu'elle a toujours réussi à faire. Toujours. Les Mongols en sont un parfait exemple. Les Mandchous en sont un exemple. Absolument. Or, d'ailleurs, ils seront... La dynastie Mandchou, ils seront incroyable, cette dynastie étrangère, sur Chine, une dynastie étrangère. Et qui va d'ailleurs beaucoup opérer de changements au sein de l'appareil militaire chinois, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs peuplé ethniquement, dans ses gradés, d'une très forte minorité de Mandchous.
Or, la Chine a toujours sinisé après avoir perdu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas eu d'impérialisme dans son histoire. Moi qui connais un petit peu l'histoire du Cambodge, il est vrai que la Chine a été une puissance impérialiste. Elle n'est plus du tout vue au Cambodge comme ça. Je peux en témoigner. Mais elle est par exemple vue comme ça par le Vietnam. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement ravive cette peur de la Chine, mais qui est une peur qui est motivée, il ne faut pas l'oublier, par ses actes historiques. C'est tout à fait en partie vrai, mais surtout, tout simplement, par sa taille et son appétit de ressources. C'est ça qui terrorise les peuples d'Asie beaucoup plus qu'un éventuel impérialisme militaire qui n'a pas toujours souri à Pékin. Parce que, comme je vous l'ai dit, le général à la Maisonneuve a une phrase dans son livre qui est très dure. Il dit « Le paysan Han court plus qu'il ne se bat ». Mais en tout cas, les armées chinoises ont surtout été défaites, historiquement. Pas toujours, mais souvent. Oui. D'ailleurs, lorsqu'on parlait de la Grande Muraille tout à l'heure, au début de l'émission, c'était bien cela. C'était bien cela. J'ai cité le grand historien américain John Fairbanks, qui dit qu'il y a un changement total de vision géopolitique qui est imposé à la Chine par la guerre de l'opium. Eh bien, c'est bien cela. Jusque-là, nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas d'impérialisme en Chine, puisque, semble-t-il, c'est un petit peu le reproche qui est fait. Nous n'avons pas parlé de cela. Nous avons dit qu'il y avait un nouvel impérialisme, qui était l'impérialisme occidental qui venait par la mer, c'est l'affaire de l'opium, alors que pendant des siècles ou des millénaires, il y avait l'impérialisme qui venait d'Asie centrale, des tribus d'Asie centrale, qui voulaient sortir de leurs steppes arides, et d'où la Grande Muraille, et d'où... Alors cet épisode extraordinaire des Mandchous, c'est vrai que c'est un autre impérialisme. Oui. D'ailleurs, je citais tout à l'heure le roman de Victor Ségalen, René Less, dont je conseille la lecture à ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas encore lu, qui est un des plus beaux romans, à mon avis, français contemporain. Et je me rappelle que Victor Ségalen met un plan de Pékin jusqu'en 1911, quoi, son époque, Pékin qu'il décrit. Et il y a la ville chinoise et la ville mandchoue, on ne peut pas dire mieux. C'est comme dans un État, comme dans n'importe quel système colonial. Il y a la ville mandchoue, la ville des colonisateurs, qui est à côté de la ville Han, en quelque sorte. Alors nous passons ensuite au saut dans l'inconnu. Alors il y a eu cette époque assez extraordinaire. Je parlais tout à l'heure de mes voyages en Chine et j'ai eu la chance d'être présent là grâce à ma participation à une mission militaire en mai 1979, au moment le plus fort du printemps de Pékin, quand il y a les Dazibao, les fameuses affiches au centre de Pékin, etc., la grande liberté de parole. Et nous sommes reçus, notre délégation qui est dirigée par le général Marty, nous sommes reçus le 5 mai 1979 au Palais du Peuple par Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, qui est le nouvel homme fort de la Chine, qui a eu beaucoup de malheur, qui a un fils qui était handicapé à vie parce qu'il a été défenestré pendant la révolution culturelle. Lui-même a été 2 fois démis de ses fonctions. Il apparaissait comme l'homme efficace, le technocrate, le brillant second de Chou Enlai. Il a été 2 fois démis de ses fonctions, 2 fois épuré, entre guillemets, si je puis dire. Et le 5 mai 1979, nous avons un spectacle extraordinaire. Et nous avons de la difficulté à nous en remettre. C'est tout le contraire du dirigeant communiste classique. Nous avons en face de nous un communiste aux yeux bridés qui parle franc, qui dit ce qu'il pense, sans aucune précaution, sans aucune langue de bois. Nous en sommes ahuris. Alors, il parle du Vietnam, c'est l'époque où il est très hostile, les Chinois sont très hostiles au Vietnam, qu'ils considèrent comme les agents de l'URSS. Alors, ils disent, nous avons brisé la tête aux Chinois. Il y avait eu ces incidents parce qu'ils avaient la tête qui gonflait trop. Ça, c'est le langage chinois familier. Et puis, il avait une vision de l'URSS. Il nous dit, nous allons entrer en guerre contre l'Union soviétique. En 1979, ce sera une guerre prolongée. Ils auront beaucoup de succès liminaires. Au début, ils auront beaucoup de succès. Mais nous allons continuer la guerre. Nous savons faire. Nous avons déjà eu la guerre contre le Japon. Alors, les officiers qui étaient là essayaient de l'acculer et de lui demander, selon le péché mignon français, depuis le général Gallois, etc., d'avoir un petit discours sur le nucléaire, qu'il parle dissuasion ou menace nucléaire.
menace nucléaire soviétique, dissuasion chinoise, pas du tout. Il a dit non, moi ça n'entre pas dans mes réflexions. La guerre, c'est la guerre, et il y aura une guerre prolongée, et nous finirons par gagner. Nous quitterons Pékin, nous partirons de Pékin, nous retournerons dans la Chine profonde, comme nous avons fait contre les Japonais, et nous finirons par gagner. Et puis, donc, il se fut une époque extraordinaire, d'un double point de vue. D'une part, on en a déjà beaucoup parlé, l'alliance tacite avec l'Occident, mais d'autre part aussi la modernisation. La modernisation. C'est l'époque où également, ça nous avait surpris, Deng Xiaoping nous avait dit « Nous voulons être un grand Taïwan ». C'était quand même surprenant, parce que nous passions de l'époque où les Chinois maudissaient les Taïwanais, ces sécessionnistes qui empêchaient le rétablissement de l'unité nationale. On nous disait que c'était leur Alsace-Lorraine, en quelque sorte. Et puis tout d'un coup, ils voulaient être un grand Taïwan. Et on a trouvé le même réflexe dans une conversation entre Deng Xiaoping et le Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, je crois. Lee Kuan Yew. Et c'est un dialogue assez extraordinaire, parce que Deng Xiaoping lui tient le même discours. Il lui dit « Nous voulons être un grand Singapour ». Et Lee Kuan Yew répond « Mais vous allez faire beaucoup mieux, parce que vous, les Deng Xiaoping et compagnie, vous êtes les descendants des mandarins, tandis que nous sommes des pauvres Chinois de la périphérie, et parce que nous crevions de faim, nous avons émigré à Singapour. Vous avez une hérédité beaucoup plus forte que nous, vous êtes beaucoup plus intelligents que nous ». C'est assez comique comme dialogue entre les deux Chinois, le Chinois de Pékin et les Chinois de Singapour. Donc c'est une grande époque, et aujourd'hui on peut se demander où nous en sommes. Alors peut-être que nous avons, à titre de transition, donné connaissance des différentes interventions que nous avons. Alors un auditeur, n'y a-t-il pas eu une guerre sino-soviétique sur le fleuve Amour, avec chars et bombes nucléaires tactiques? Chars, oui. Chars, oui. Bombes nucléaires tactiques, on n'a aucune trace viable de ça. Vu la taille des deux armées, évitons le terme de guerre qui, tout de suite, vu la taille des deux armées, je pense, escarmouche prolongée, oui. Guerre au sens réel du terme, quand on voit ce qu'est l'outil militaire soviétique, historiquement, qui est un outil militaire crédible. Quand on voit les troupes que peut masser la Chine dans un conflit, en faisant de la casse démographique, certes, mais c'est une stratégie. S'il y avait eu réellement guerre, on n'imagine pas ce que c'est la confrontation de deux outils militaires comme cela. C'est des batailles du type des batailles de la Seconde Guerre mondiale, du type de Koursk, du type de Bagration, etc. Non. Je pense escarmouche prolongée, tension prolongée, oui, guerre, non. Escarmouche prolongée, mais étant donné les effectifs des deux armées, il y avait quand même beaucoup de gens en présence. Certes, mais ils important. ne se sont pas jetés l'un sur l'autre. Alors, en réalité, je crois que ce que voulaient les soviétiques, c'était une opération coup de poing, classique, conventionnelle, contre les installations nucléaires chinoises. C'était cela qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas déclencher une guerre nucléaire, mais comme les installations nucléaires chinoises étaient très proches, étaient mal placées, étaient très proches de la frontière soviétique. Et je crois que c'était ce qu'avait toujours voulu. Et vous savez que Brejnev a sondé là-dessus Kissinger. Il l'avait invité dans son relais de chasse. La datcha. Et cette datcha, ce qui était extrêmement intime. Là, ils ont échangé tranquillement en guettant les ours ou je ne sais pas quel gros mammifère qui devait passer par là. Et il les a sondés avec un discours d'ailleurs très raciste en disant « Oui, les Chinois, on ne les refera pas. Vous savez, disait Brejnev, mon frère aîné a été ingénieur en Chine. C'est terrible ce qu'il a souffert. Les Chinois sont des racistes, ils ne supportent pas l'homme blanc, etc. » Et donc les Soviétiques ont tenté. Ils ont tâté le terrain, ils ont tenté d'avoir le feu vert de Nixon, ils ne l'ont pas obtenu. Et c'est peut-être, d'après quelqu'un comme Simon Less, le grand sinologue, c'est peut-être la raison fondamentale du rapprochement à l'époque sino-américain. Les Chinois en ont eu une sorte de gratitude vis-à-vis des Américains. Alors là, il y a une question un peu piège d'une auditrice.
pouvez-vous nous parler du massacre des Chinois en 1965 en Indonésie? C'est un événement passé sous silence. Alors là, évidemment, je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Yves. C'est un problème de diaspora. Voilà, c'est un problème de diaspora. Problème de diaspora chinoise. Alors, il faut bien voir une chose sur l'Indonésie. Déjà, l'Indonésie, nous sommes dans les années 60, donc le gouvernement militaire, qui va d'ailleurs, excusez-moi, s'il y a un massacre dont il faut parler, et même si il est de mauvais ton vu que la guerre froide l'a couvert, c'est le massacre des communistes indonésiens. Parce que là, pour le coup, le gouvernement militaire les a pas loupés. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Bon, mais vis-à-vis de la diaspora chinoise, il faut que vous compreniez que les 16 000 îles qui constituent l'Indonésie, les 2 tiers sont non habitables, mais il est évident que la structure même de l'État indonésien, c'est pour ça que s'il y a un pouvoir militaire fort, Suharto, Sukarno, le centralisme est impossible et que c'est un État où les spécificités locales font qu'il y a une organisation économique très difficile à faire. D'où le fait que dans les périodes de croissance et de prospérité, on est assez content de voir arriver une diaspora qui a l'habitude du commerce, qui est la diaspora chinoise. Il n'y a pas qu'en Indonésie. Dans toute l'Asie, je peux vous assurer, aujourd'hui, le commerce entre le Cambodge et la Thaïlande aujourd'hui, côté Khmer, est surtout tenu par des Chinois. Je le dis franchement. C'est quand même un pays assez cher à mon cœur pour que je puisse le dire. Alors, le problème, c'est qu'à chaque retournement de conjoncture économique, il y a une tentation de se venger, particulièrement en Indonésie, sur la diaspora chinoise. C'est en partie ce qui est arrivé en 65, mais c'était arrivé même beaucoup plus récemment, on ne s'en rappelle pas, mais pendant la crise asiatique de 97. Suite, entre autres, suite à l'explosion de la bulle asiatique, il y a eu des règlements de compte d'une rare violence entre les Indonésiens et la diaspora chinoise. Il ne faut pas oublier que, contrairement à certains autres peuples d'Asie, les Indonésiens, c'est comme les Thaïlandais. C'est un peuple militaire, c'est un peuple fort, qui a créé ses arts de combat contre l'occupant hollandais. Le penchat silat, qui est l'art de combat des Indonésiens, a été fait pour que des hommes petits puissent s'attaquer à des hommes grands. C'est pour ça que c'est un art de combat au corps à corps. Coup de coude, coup de genou, quelque chose de très proche. Et c'est un peuple qui a énormément de qualités, c'est un peuple guerrier qui peut réagir en frappant ses diasporas. C'est encore arrivé en 97-98 et contre la diaspora chinoise, parce que dès qu'il y a un retournement de conjoncture, on s'attaque à la diaspora qui tient le commerce. C'est l'un des grands éléments d'explication de ce qui s'est passé en Indonésie. Alors, je ne savais pas du tout que ça s'était reproduit en 1997. Par contre, Stiglitz a été l'un des premiers dans son ouvrage sur l'échec de la Banque mondiale et du FMI à le souligner de manière très prude, parce que on ne voulait pas admettre que, en plus, les erreurs de conseil des institutions occidentales à ces différents États avaient pu aller jusque-là. Mais en Indonésie, ça n'a pas été attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'a pas été un massacre de masse. Mais ça a été un épisode particulièrement désagréable. Il y a eu plus de massacres en 1965. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Ça, c'est sûr. En 1965, vous avez très bien expliqué, donc ça fait une diaspora. La diaspora chinoise est très puissante en Indonésie. Les Chinois sont des gens intelligents, de très bons commerçants, etc. Et il me semble qu'il y a eu aussi un aspect politique, c'est-à-dire que Sukarno voulait... c'était aussi un moyen. Alors, oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Dans le ferment de légitimité du tout jeune État indonésien, enfin, de l'Indonésie moderne, c'est un État passionnant, l'Indonésie. Par exemple, dans la constitution indonésienne, il faut savoir que l'idéologie nationale est à l'égal de l'islam, pour le premier pays musulman au monde, en nombre. C'est-à-dire que c'est un pays où, constitutionnellement, la nation est au-dessus du Coran. On n'entend pas ça tous les jours, surtout pas en ce moment. Or, dans les ferments de légitimité du tout jeune État indonésien, il y a eu, malheureusement, le fait de s'attaquer à certaines minorités. Une légitimation politique du pouvoir. Oui, c'est vrai.
Ça arrive assez fréquemment en Asie. On a des cas, par exemple en Birmanie, c'est exactement la même chose vis-à-vis de l'État birman, qui est un État doublement décolonisé, des Japonais et des Anglais, et qui essaye, pas de persécuter trop brutalement, mais du moins de minorer les droits des minorités non bouddhistes. Pourquoi ? Parce que l'unité du peuple birman ne peut pas se faire ethniquement. Seule la moitié des habitants de Birmanie sont birmans, mais autour du bouddhisme qui unit 85% de la population. Il ne faut pas oublier que ce sont des États jeunes. L'Asie, je mets la Chine à part pour le coup. Je mets la Chine et le Japon, le triangle Chine, Japon, Corée à part. Ce sont des États relativement jeunes, particulièrement par rapport à nous Français, plus vieil État de l'Europe de l'Ouest. Alors, autre question ou opinion. Chou Enlai et Deng Xiaoping ont-ils été marqués par leur séjour politique en France grâce au père de Lucien Baudard qui était conçu dans les années 20 ? Oui, certainement. Oui, Chou Enlai a fait son allusion. Oui, et puis il y a une francophilie, Oui. et il y a une francophilie des dirigeants chinois qui s'explique par une chose, déjà, aujourd'hui, et qui, déjà, pour Deng Xiaoping, ça ne pouvait que jouer. Le premier État européen à reconnaître la Chine populaire. Ça leur restera. Que De Gaulle ait reconnu la Chine, ça leur reste toujours aujourd'hui. Pour eux, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que pour la première fois, sans y être forcé, un chef d'État occidental les a regardés en égaux. C'est pour la première fois de l'histoire de la Chine moderne, comme vous l'avez très bien dit, qui pour les Chinois débute à sa rencontre, disons, à l'ingérence brutale occidentale. Et cette francophilie des dirigeants chinois s'explique, francophilie politique, une francophilie culturelle d'une partie de la population, le problème est... Bon, ça c'est certain, mais ça a d'autres facteurs. Mais il y a une francophilie politique d'une large partie de l'élite chinoise, ne serait-ce que par rapport à ce fait-là. Très bien. Le confucianisme peut-il s'accorder avec le christianisme ? C'est une question... Doctrinalement, il ne faut pas oublier une chose. Le confucianisme, comme le bouddhisme, non... Alors, si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, c'est une philosophie. Déjà, Confucius est tout sauf Dieu, comme Bouddha d'ailleurs. Comme Bouddha. C'est tout sauf Dieu. En réalité, le principe du confucianisme, c'est avant tout d'honorer les ancêtres et l'obéissance au pouvoir. Or, il peut s'accorder avec le christianisme à une condition, c'est que le christianisme n'entre pas, là si vous voulez, non, d'un certain côté, c'était la querelle avec les anciens romains. Que le christianisme n'entre pas en porte-à-faux vis-à-vis du culte des ancêtres. Mais théoriquement, si vous voulez, il n'y a pas de croyance dans l'au-delà, il n'y a pas tout ça dans le confucianisme strict. Il n'y a pas de choc a priori, puisque c'est une philosophie d'un côté, une religion de l'autre. Oui. C'est vrai que si on veut arriver jusqu'au détail, Confucius ou Maître Kong, pour reprendre son nom chinois, c'est quelqu'un qui se forme en guerre civile. C'est la période du royaume combattant, etc. Ouais. La Chine n'est pas unifiée. Il y a des guerres. C'est petit peu... C'est les trois grands royaumes. Voilà. Et il essaie, un petit peu comme pendant les guerres entre catholiques et protestants en France, pendant les guerres de religion, le chancelier Michel de l'Hôpital et toute partie des gens qui veulent aller au-dessus des deux partis. Voilà, le parti des politiques, Jean Bodin, tous ces gens-là. Alors Maître Kong nous dit il faut dépasser cela. Il faut penser à la Chine unie. Et pour ce faire, il faut respecter les ancêtres et respecter le pouvoir. C'est-à-dire une entreprise de reconstruction, de centralisation. Alors évidemment, le cri originel du christianisme, c'est l'inverse. C'est quand même l'inverse. Jésus, c'est un rebelle qui secoue les pouvoirs établis. Mais donc, ça va être le même problème vis-à-vis du Japon. S'il y a eu... si les Japonais n'ont pas accepté l'arrivée culturelle du christianisme, c'est en partie à cause de ça. La morale du Shinto n'est pas très éloignée de ça. Alors il y a aussi là par contre toute une partie exotérique avec le culte des kami, etc. Mais en termes de valeurs sociales,
si vous voulez, on est face d'un certain côté à la querelle qu'il y avait eu avec les anciens Romains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que pour une pensée comme celle du confucianisme, l'ordre social fait partie de la sacralité parce que c'est ce qui garantit la survie collective. Et toute chose qui s'y oppose est éliminée. Donc alors je dirais pour conclure que a priori il n'y a pas de choc puisqu'il s'agit d'une philosophie d'un côté et d'une religion de l'autre. Voilà, donc la coexistence est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a aujourd'hui, parce qu'on accuse beaucoup la Chine de persécuter les chrétiens, c'est en partie vrai, mais il y a une église de Chine qui s'organise, et qui convertit beaucoup, et qui, si vous voulez, le problème que le Parti communiste chinois aujourd'hui, avec tous les défauts qu'il a avec les catholiques, c'est un problème d'ordre politique. C'est-à-dire, sont-ils les soldats de Rome, et Rome c'est l'Occident, etc. Ce n'est pas du tout un problème c'est pas un problème de conscience, si vous voulez. C'est pas les persécutions qui, elles, sont quand même largement majoritaires dans les persécutions antichrétiennes, qui sont des persécutions pour motifs religieux et faites par des idéologues de l'islam fondamentaliste. Précisons bien que lorsque les communistes chinois persécutent les chrétiens, il y a actuellement, il y a tout cet aspect de l'église du silence. L'église du silence qui est fait. Ce n'est pas au nom du confucianisme. Oui, il faut quand même le préciser. Et donc, il n'y a pas de choc. Enfin, dernière question d'un auditeur ou d'une auditrice. 1 milliard de Chinois, 5 à 10% des ateliers du monde. Cela ne posera-t-il pas de problème à la Chine avec ses employés ? Dans quelles conditions travaillent-ils ? Alors, au fond, nous arrivons à la troisième partie de notre débat. C'est justement le saut dans l'inconnu. Le saut dans l'inconnu de la puissance chinoise. Alors là, évidemment, nous aurions pu nous étendre sur ce point. Les Chinois se cherchent. Il y a une sorte de fragilité. Quelques points de repère, si vous voulez. D'abord, il y a eu le sanglant coup d'arrêt de la place Tiananmen, qui a beaucoup marqué les jeunes Chinois en particulier, mais l'opinion chinoise en général. Deng Xiaoping, ce grand modernisateur de la Chine d'aujourd'hui, a agi en marxiste classique. Il y a eu un réflexe autoritaire, réflexe totalitaire. Là, c'était plus le Deng Xiaoping modernisateur. C'est le Deng Xiaoping qui n'a pas voulu que ça s'étende, que la rébellion s'étende. Il a démis le secrétaire général du Parti communiste chinois, etc. Donc, il y a eu un autre aspect du pouvoir chinois qui est apparu. Je pense qu'on peut... Je mets simplement quelques points de repère pour en débattre. D'une part, au plan international, je crois que il a fallu tout recommencer avec Bush senior. Il a fallu qu'il recommence ce qu'avait fait Nixon, c'est-à-dire envoyer le général Scowcroft, je crois, Ben Scowcroft à titre de mission secrète, comme Nixon avait envoyé Kissinger. Il fallait renouer parce que ça ne marchait plus, parce que le Congrès vitupérait. Il n'acceptait plus du tout la politique chinoise. Donc il a fallu retricoter la relation entre la Chine et l'Occident. Ça a été très, très difficile. Mais il y a aussi un problème interne. C'est-à-dire que pour les Chinois, la masse des Chinois, ce ne sont quand même pas des imbéciles, ils ont décidé du jour au lendemain que le marxisme d'État, l'idéologie dominante, l'idéologie qui structurait le régime, n'existait plus. Ils ont compris que c'était une coquille vide. Après le massacre de Tiananmen, c'était une coquille vide. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu la tentative de substituer le nationalisme, un nouveau nationalisme chinois, au marxisme. C'est le premier point très important. Substituer au marxisme d'État un nouveau nationalisme. Et cela, les dirigeants chinois l'ont accepté par tactique. Quand ils ont vu monter tous ces ouvrages, il y a un tas de maisons d'édition maintenant en Chine, il y a une certaine liberté de publication, de pensée. Donc là-dessus, ça a été un point très important. Mais l'autre point, et là, je rejoins la question de l'auditeur ou auditrice, c'est cette masse de Chinois qui sont en bas de la pyramide sociale. Et en particulier la masse paysanne, les millions de paysans. On parle de 55 millions de paysans migrants, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être contrôlés par le régime.
Et donc là aussi, des ouvrages sont publiés en Chine qui s'inquiètent, en Chine même. Donc c'est pourquoi je disais saut dans l'inconnu. On peut surtout se poser des questions à ce stade. Quid de la position internationale de la Chine? Est-ce qu'elle va essayer de régler ses problèmes par une posture belliqueuse, belliciste? C'est ce que craignent certains. Et quid donc de la pyramide sociale? Pierre-Yves, j'ai trop parlé. À vous. C'est toujours un plaisir, professeur. Je pense qu'il y a deux points à voir. Un point de situation intérieure, un point de situation internationale. Le point de situation intérieure. Alors, la Chine a réussi à utiliser les croyances folles d'une partie de l'élite occidentale sur la division internationale du travail. Quelqu'un de très bien, qui est un de mes amis, l'économiste Jean-Luc Gréau, avait un jour dit à un Corrézien du nom de François Hollande, homme illustre, mais qui aurait mieux fait de ne pas s'illustrer, écoutez, sans protectionnisme, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Pas avec les masses pauvres qu'ils ont, voyons. Et Hollande lui répond, mais nous on fera de la nouvelle technologie, c'est-à-dire les Chinois feront des chaussettes et nous on fera de la nouvelle technologie. Jean-Luc Gréau avait très bien répondu, il avait dit, mais vous êtes de gauche, le racisme vous est interdit, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est quand même la théorie la plus raciste possible. Or, aujourd'hui la Chine marque des points tous les jours en nouvelle technologie. Elle vient d'ailleurs de mettre sur orbite un satellite quantique. Alors ce qu'on appelle satellite quantique, c'est-à-dire un satellite qui donne des clés de sécurité inaccessibles au système de cryptage américain pour l'instant. Il faut savoir que le jeune étudiant chinois qui est devenu le maître de projet a tout appris d'un scientifique autrichien que l'Europe a refusé d'entendre et qui aujourd'hui est l'employé de son ancien élève à Pékin. Comme quoi, justice immanente. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois que les Chinois utilisent beaucoup quand on parle de protectionnisme vis-à-vis de l'Europe. Et écoutez, qui fait l'âne n'a pas à se plaindre qu'on lui monte dessus. Or, il faut bien comprendre que la Chine a accumulé les usines, les savoir-faire, etc. Néanmoins, le système arrive à bout de souffle en Chine, pour 3 raisons, au moins. La première, ils ont fait une partie de financiarisation. Ils ont enterré leurs dettes dans les provinces. Et cette fameuse bulle de la dette chinoise dont tout le monde attend l'implosion est liée à ça. C'est de la dette enterrée. Premièrement. Donc d'un certain côté, ils ont, et ça c'est horrible parce que la Chine historiquement a toujours pourri par ses élites, et bien d'un certain côté, ils ont reproduit le pourrissement financier de notre élite à nous. Déjà d'une. Deuxièmement, il y a un risque de partition économique territoriale. Attention, il n'y aura pas de casse de la Chine au niveau de son organisation. Mais aujourd'hui, il y a une volonté d'une partie du PC central chinois de freiner la modernisation à tout crin pour des raisons écologiques évidentes. Il ne faut pas oublier qu'un tiers du territoire chinois est pleinement habitable. Le reste sont des hauts plateaux et des déserts de glace. Or, il y a des milliers d'enfants sont atteints de maladies des poumons. Une partie de l'air est irrespirable dans les villes chinoises. On estime que la plupart des cours d'eau chinois ont perdu plus de la moitié de leur potentiel poissonnier, etc., etc. Le problème, c'est que où sont les grandes unités de production? Dans les provinces. Et les provinces, elles n'ont absolument pas envie qu'on arrête le modernisme à tout crin, parce que justement, elles ont peur, entre autres, de cette armée d'esclaves, ces fameux paysans migrants avec permis de travail qui vivent, tenez-vous bien, pour beaucoup, où vivent-ils ces pauvres gens? Ils vivent sous terre. Ils vivent dans les soubassements des villes chinoises. D'ailleurs, la Chine s'inquiète de ce phénomène. À force de vouloir faire de la dette à tout prix, ils ont fait de la spéculation immobilière. Résultat, il y a des gens qui vivent sous terre et en même temps, il y a des villes vides.
C'est-à-dire des villes où personne n'a les moyens. J'ai vu ça dans certaines émissions, c'est extraordinaire. Hors du commun, enfin, dantesque. Or, de grandes villes, de grandes cités. mais des villes, attendez, des villes pour nos auditeurs, des villes à échelle chinoise. À l'échelle chinoise, absolument. Faut bien mettre ça toujours, surréaliste. quand on parle de la Chine, toujours 1,3 milliard d'habitants dans la tête. Une émeute en Chine, c'est pas 500 personnes qui se tapent dans la rue. C'est 30 000 personnes qui se tapent dans la rue. Ce n'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ce phénomène de financiarisation. Il y a ce phénomène de division territoriale entre les cadres territoriaux des villes comme Shenzhen, par exemple, qui disent au PC central chinois, non, on ne va pas se calmer, on ne va pas faire de la croissance écologique, etc. Moi, je ne tiendrai pas. Et là, il y a un affrontement interne de la classe dirigeante chinoise. Dernier point, il y a au passage, affrontement qui couvre en plus la corruption, parce qu'il y a une masse incalculable de ce qu'on appelle les princes rouges qui essayent de faire sortir de l'argent de Chine. Preuve quand même que la Chine a quand même un tropisme vis-à-vis de la trahison de son élite sur l'histoire longue. Et dernier point, le vieillissement démographique accéléré. La politique de l'enfant unique a, c'est vrai, été, dans l'histoire de l'humanité, quel peuple s'est fait ça pour des raisons de développement. Il faut la force d'un mental. Parce que quel peuple aujourd'hui qui a des problèmes démographiques, et on a tout un continent, pas très loin de nous, qui a un gros problème démographique en termes de surexploitation. Lequel de ces pays serait capable de faire ça? Aucun. Or, la Chine... On regarde ça comme une force. C'est la exact. bataille des berceaux. Exact. Or, la Chine, les classes creuses de l'enfant unique, fait que, d'après la plupart des projections, même si la politique de l'enfant unique a été officiellement abandonnée depuis 1 an et demi, 2 ans, de toute façon, le prix des loyers dans les villes chinoises fait que de toute manière, il n'y aura plus de retour des familles nombreuses dans la classe moyenne chinoise. Moi, la plupart des démographes y croient très peu. Un Chinois sur 3 à l'horizon 2030-2040 aura plus de 60 ans. Et ça, pour la Chine, c'est un véritable problème, avec en plus un déséquilibre de 2 millions au moins de femmes manquantes, vu que l'enfant unique, les familles ont privilégié les petits garçons. Oui. Or, l'effondrement sociétal, la solitude, etc., pèse sur la population chinoise, et les riches chinois, où vont-ils? Ils vont acheter, je dis bien, j'ai bien dit acheter, des femmes au Cambodge, au Vietnam, et dans d'autres pays d'Asie. Or, qu'on ne me fasse pas croire que cet état de fait ne sera pas belligène à terme. Déjà, certains pays comme le Vietnam commencent à serrer les dents lourdement sur ces dossiers-là. Donc il y a d'abord les forces et les faiblesses internes. Une croissance chinoise sans précédent, avec tous les effets pervers que vous indiquez. Alors, quand on fait le bilan des problèmes que pose la Chine, certains disent qu'ils ne sont pas au clair, que les Chinois ne sont pas au clair sur la question de Corée du Nord, de la nucléarisation de Corée du Nord. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de dialogue entre Pékin et Pyongyang. Il y a une part de propagande occidentale là derrière, parce qu'en réalité, le problème est simple. Le problème est en réalité assez simple. La kleptocratie nord-coréenne, qui se cache derrière un paravent religieux, vu que officiellement c'est toujours Kim Il-sung qui règne par l'intermédiaire de son petit-fils. Derrière le paravent sectaire ou religieux, peu importe, il y a avant tout une kleptocratie qui attend qu'on garantisse ses droits à avoir de l'argent, qui est en plus provoquée par des exercices militaires occidentaux très près de ses côtes, 1 à 2 fois par an, ce qui permet de faire remonter la sauce, et ce qui permet aux Américains de justifier les bases américaines du Japon et de Corée qui sont de moins en moins supportées par les populations. Mais surtout, le vrai problème, c'est de garantir la transition de l'élite corrompue et surtout de la classe militaire. Ça représente à peu près 2 millions d'hommes en Corée du Nord, avec les civils attachés, etc. 1, de voir leur transition, mais 2, qui va payer la transition? La Corée du Sud ne le veut pas. Elle n'en a pas les moyens, ça coûterait plusieurs fois l'Allemagne de l'Est.
Or, l'Allemagne est arrivée à le faire payer à tous les autres pays européens comme une vieille habitude de se défausser. Mais personne ne veut payer à la place de la Corée du Sud. Et la Corée du Sud ne veut pas de la réunification à cause de ça. Or, ça prendra énormément de temps. Est-ce que la Corée du Nord peut devenir la base arrière manufacturière de la Corée du Sud? C'est dans certaines zones exclusives, c'est en cours. Ça prendra du temps. Et Pékin voudrait se débarrasser du problème nord-coréen parce que Pékin, ça justifie 2 bases américaines à ses frontières. Par hasard, j'ai été associé un jour à une réunion paradiplomatique. Il y avait des délégations des pays occidentaux intéressés à la question de Corée du Nord et également de la Chine et de la Russie, la Nouvelle-Russie. Et ce qui m'a frappé, c'est que la Chine, je sentais qu'il n'y avait aucun lien avec les dirigeants nord-coréens. Au contraire, un délégué chinois m'a dit en riant, c'est formidable, nous ne sommes plus la cible des critiques. Maintenant, il y a pire que nous, il y a la Corée du Nord. Oui, bien il sûr. dit ça en plaisantant. Donc le vrai problème, c'est Taïwan, ça, évidemment, et puis le contentieux Surtout des mers de Chine les mers de Chine du Sud. Et donc, on nous dit que nous allons bientôt terminer. Donc, le vrai problème, c'est le problème que posait Brzezinski. Il disait qu'au fond, la tension Washington-Pékin d'aujourd'hui lui rappelait la tension entre l'Allemagne de Guillaume II et l'Angleterre de son oncle. Et est-ce que ça ira jusqu'au clash? Est-ce qu'on aura un jour une troisième guerre mondiale? C'est là la vraie question, quoi. Oui. Et surtout, l'Asie est le continent qui s'arme le plus vite, qui, contrairement aux pays arabo-musulmans qui s'arment de manière construite, c'est-à-dire qui n'achètent pas des armes comme des anxiolytiques, mais qui a de véritables outils militaires. Et ça, c'est vrai que sur le long terme, c'est porteur de menaces. Merci à nos auditeurs. Merci à Pierre-Yves Rougeron d'avoir pu nous rejoindre. Et je m'excuse pour les mécanes de tout qui ont troublé l'émission à certains moments. Voilà. Merci. Au mois prochain. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Charles Zorbib, diffusé en direct lundi 26 septembre 2016, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, mardi 27 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.